L'USFP, premier parti, première force politique de l'opposition, elle s'oppose à qui et à quoi aujourd'hui? On joue le plein rôle de l'opposition, une opposition USFP, Tihadia, sereine, constructive, nationaliste, et qui a de la visibilité d'ailleurs. D'incompétence. Dans sa globalité, c'est un gouvernement d'incompétence. Le plus grave, à mon sens, c'est les élites qu'on ramène. Et je pense toujours que le Maroc a besoin d'une étude sociologique sur les élites qui sont là dans le Parlement. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de gens qui ont des intérêts directs et qui sont venus pour se servir eux-mêmes. L'USFP, faire partie du gouvernement du mondial, c'est pas une priorité. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est un événement important pour notre pays, mais c'est pas la fin du monde, mais ni le début du Maroc. Bienvenue, Mehdi Mzouari. Merci, c'est Rachid. Ça fait toujours plaisir de recevoir un invité comme vous d'abord, et en plus avec le sourire. Donc on n'a pas débarré le débat et les hostilités que vous avez fait déjà souriant. Merci beaucoup pour cette invitation, d'autant plus que je suis dans une belle structure que j'adore, à l'ODJ, en ta compagnie aussi. Ben c'est très gentil en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Mehdi Mzouari, au débat. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique de l'USFP, l'Union Socialiste des Forces Populaires, émission de débat 7e sens, qui a cette ambition, qu'il nourrit d'ailleurs, quasi quotidiennement, de donner du sens au sens. Et là du coup, avec vous, ça se donne plus de sens politique à la politique, et plus de sens aussi peut-être à la position, en tout cas, et à la fonction de l'USFP dans le paysage politique national, avec une interrogation. L'USFP, premier parti, première force politique de l'opposition, elle s'oppose à qui et à quoi aujourd'hui, au lendemain de D'abord, je crois naturellement que l'USFP il est dans ses rôles naturels en tant que premier parti de l'opposition. Entend d'abord, parce que l'opposition, c'était pas une obligation, c'était pas un plan réfléchi pour l'USFP, mais c'était une décision souveraine à l'insu d'une réunion du bureau politique, d'aller faire de l'opposition constructive, nationaliste, de s'opposer aux politiques publiques d'une manière générale, de s'opposer à ce qui se passe, aux décisions, aux politiques. Bien sûr, nous sommes une opposition très vigilante. Et pour vous dire, si vous aimeriez un peu qu'on parle de chiffres, notre groupe parlementaire à la première chambre, il est à 40% de toutes les initiatives des autres groupes parlementaires, notamment les groupes de la majorité. Nous sommes à 40%, y compris proposition de loi, nous sommes à 127. Même le RNI et le PAM réunis. Rendement parlementaire, c'est ça vous dites? On est les premiers d'ailleurs. Questions orales, questions écrites, propositions de loi, participation même en règle proportionnelle dans les commissions parlementaires, etc. Je pense, et je peux le dire avec fierté, que nous sommes un groupe parlementaire, un parti qui accomplit ses devoirs. Est-ce qu'il le fait seul? Est-ce qu'il le fait seul depuis 2021, encore à ce jour? Au niveau de l'opposition, je me souviens de mémoire, voilà, cette alliance un petit peu stratégique avec un parti de gauche comme le PPS, elle a mis beaucoup de temps. Je crois qu'elle est intervenue en 2023. Là, à la lumière de ce qui s'est passé autour de la motion de censure et le retrait que certains ont qualifié de surprenant pour la motion de censure. Vu qu'en 2021, nous étions derrière l'initiative de rassembler cette opposition. De toute façon, notre président du groupe parlementaire était le coordinateur de l'opposition parlementaire à la première chambre. Après, des clivages subjectifs sont apparus, notamment le fameux monsieur dans son salon avec son live stream qui commençait à taper sur l'USFP. Fameux monsieur. Monsieur Belkirel. Voilà, c'est bien de le nommer. Vous n'avez même pas envie de fait exploser cette coordination de l'opposition. D'ailleurs, c'est la raison subjective principale. Et puis, à côté, il y a quelques raisons objectives. Côté clivage, loi, différences idéologiques, différences d'appréciation, de beaucoup de choses. Chose qui a fait que l'opposition n'était pas toujours elle n'a jamais été compacte. rassemblée. Elle n'a jamais été compacte. Et je pense que sur ce point, sur un point de vue politique, il n'y a pas de mal à ce que l'opposition ne soit pas rassemblée. Le mal, c'est à ce que la majorité, c'est elle qui ne soit pas rassemblée. Non, sauf que Mehdi Mzouari, lorsqu'effectivement vous dites, c'est parce que les observateurs avertis ont toujours été interpellés par le fait que les partis d'opposition, dont le chef de file est l'USFP, avec 34 ou 35 députés d'ailleurs, n'a jamais su et n'a jamais été en capacité de créer une vraie alliance des partis de l'opposition. Et ces mêmes partis critiquent la majorité en disant mais la majorité n'est pas unie. Donc cette question de chef de file dérange beaucoup de gens. D'ailleurs,
il y a 2 semaines, dans une conférence de presse du PJD, Ben Keren avait dit que l'ordre de l'opposition doit être renversé. Ça veut dire qu'il se place, lui, avec 13 députés, en premier rang de l'opposition. Bon, c'est des histoires. Mais je pense que même dans le monde, on peut même observer un petit peu l'expérience française. L'opposition, c'est des oppositions. C'est l'extrême droite, il y a la gauche, il y a l'extrême gauche, etc. Mais sur le plan, même sur le plan de la science politique, il n'y a pas de mal à ce que. Mais ça fait quand même désordre. Mais sur des grandes questions, oui. Il n'y a pas de mal aussi à ce que l'opposition soit rassemblée. Est-ce que la motion de censure, justement, c'était pas le vrai sujet qui aurait dû être mobilisateur et qui s'est traduit par une désunion de l'opposition? Non, mais pour la motion de censure, on ne doit pas se contenter de voir seulement ce qui s'est passé il y a quelques semaines. L'USFP avait même était derrière l'initiative d'une motion de censure en 2024, qui a été avortée par le PJD et d'autres partis de l'opposition. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas revendiqué un acte de chantage ou de compromis sous la table, etc. Nous avons considéré que les autres, ils étaient souverains, ils ne voulaient pas. Alors, on a oublié l'initiative à ce que c'était le mi-mandat. Mais je peux vous dire, en toute responsabilité, que Ben Keren, lorsqu'il a avorté la première initiative de motion de censure, pour nous, il a donné un quitus politique au gouvernement Arnouch. La deuxième tentative de se rassembler dans l'initiative motion de censure était même proposée par l'USFP, par notre premier secrétaire. Elle a été avortée par des comportements, excusez-moi de le dire, enfantins, de petits jeux. Qui va rédiger, qui va lire, qui va exprimer, qui va présenter. Laissez-moi vous dire, on avait tout préparé, même la rhétorique de la motion de censure, on l'avait ramenée. Eux, ils n'étaient même pas prêts. Mais nous étions dans des réunions de c'est lui qui va... on va faire le tirage au sort. Ça fait pas quand même pas très sérieux tout ça, non? C'était pas très sérieux. Et notre retrait de cette initiative était par une décision souveraine de la direction du parti et du groupe parlementaire. En tout cas, et nous assumons notre responsabilité devant tout le monde par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez le fait que les principaux chefs de parti d'opposition, à savoir c'est Mohamed Ouzine du Mouvement Populaire, à savoir Nabil Ben Abdallah du PPS, et effectivement, Ben Keren, lui, s'est lâché sur l'USFP, considérant que c'était parti avec un agenda caché et avec un deal aussi, mais qu'ils ne comprennent pas la position de l'USFP. C'est-à-dire les deux autres partis d'opposition avec qui vous avez déjà été alliés, avec qui vous avez déjà co-gouverné au niveau du gouvernement et avec qui vous êtes dans l'opposition depuis 2021, ne comprennent pas du tout l'attitude de l'USFP et son retrait surprise. Et assez fracassant d'ailleurs pour la motion de censure. C'était un retrait surprise, mais pour nous c'était un retrait réfléchi. C'était un retrait débattu dans les instances du parti, la direction du parti avec le groupe parlementaire, et c'était une décision souveraine qui a été prise et validée même par notre Conseil national. Parce qu'il n'y avait bien rien de sérieux qui se passait. On passait des réunions de présidents de groupes parlementaires qui passaient toute leur journée à débattre sur le fait de qui va présenter, qui va lire, qui va faire quoi, qui va faire ça. Et nous avons estimé que ce n'était pas sérieux. C'était pas sérieux devant l'ampleur de l'initiative elle-même. Bon, Ouzine, Nabil Abdallah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas. Demain, l'histoire jugera, comme dit parfois Nabil Abdallah. Et je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir de Mohamed Ouzine, celui qui, il n'y a même pas quelques mois, a voté la loi organique sur la grève. Donc, les députés USFP n'ont pas voté Jamais. Non. Sur les grandes, à part les lois où il y a les grandes orientations stratégiques sociales et sur la loi de l'investissement, qu'on avait présenté notre vote comme signal de faire avancer les choses, un signal par rapport à ce qui se passe, c'est une reformulation de l'État. Mais la loi de finances sur les lois de finances, on n'a jamais voté un texte qui émane du gouvernement, à part ces textes que j'avais dit. Parce que ces textes, ils étaient de... Mais la loi de finances 2025, elle a été votée par des députés de l'USFP. Jamais. Vous votez contre? Toujours. Toujours. C'est un vote politique, c'est un vote réfléchi. Et on votait contre dans les commissions et dans la séance plénière. Pas seulement les budgets sectoriels et le budget général dans la séance plénière. Donc nous sommes dans le plein... on joue le plein rôle de l'opposition. Une opposition USFP, Tihadia, sereine, constructive, nationaliste, et qui a de la visibilité d'ailleurs. Certains aussi ont fait un lien en disant, voilà, l'USFP aussi, il faut se rappeler que lorsqu'il y a eu cette commission, en fait, l'idée en tout cas et la motivation de créer une commission parlementaire concernant les licences d'importation de bovins et d'ovins et de viande rouge, l'USFP a été le dernier parti à dire OK pour mettre en place cette commission parlementaire.
Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un faux débat là-dessus? Est-ce que je m'étonne comment les gens arrivent à travestir les réalités de cette manière. Alors, notre groupe a été rapproché un vendredi soir. Nous étions, en principe, et ça a été dit, avec l'initiative. Quoique c'était impossible d'y aboutir. Bon, parce qu'il nécessite le 1/3, c'est pas la motion de censure qui nécessite seulement le 1/5. Le 1/5, je pense, oui. Oui, c'est le 1/5 pour la motion de censure. Notre président du groupe parlementaire était in. Alors, c'était juste une question d'ajuster un petit peu le texte, de le lire. C'était vraiment une question de donner une réponse officielle par rapport au texte lundi. Alors, eux, ils ont préféré de faire sortir l'initiative le lundi matin. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc, il y a toujours un jeu qui se passe. Il y a toujours des magouilles qui se font entre les trois. Et c'est comme s'ils nous mènent à venir subir, à venir suivre. Et après 1 heure du lancement de l'initiative, l'USFP a dit oui, nous allons rejoindre cette initiative. Et pour l'anecdote, pour l'histoire, l'USFP était le premier parti, il n'était pas signataire de l'initiative, il n'était pas signataire. Mais nous étions le premier groupe parlementaire à donner ses signatures. Le premier à donner leur signature pour l'initiative de constitution de commission d'enquête. Et au jour d'aujourd'hui, l'histoire elle date de 2-3 mois, je pense. Au jour d'aujourd'hui, il y a des groupes parlementaires de l'opposition qui n'ont pas encore réussi à rassembler les signatures. Donc, je pense que ces groupes-là, c'est pas la peine de nous faire de la surenchère sur ça. Mais nous sommes très clairs. Nos rangs sont rassemblés. Notre vision politique, elle est très claire. Nous sommes là. Ce que nous assumons, on le fait. Et nous assumons nos responsabilités d'ailleurs. Que ce soit avec l'opposition, avec les citoyens, etc. On fait des faux procès. Et c'est des faux débats à l'encontre de l'USFP, c'est ça que vous êtes en train de dire? Parce que ceux qui disent, ils sont en train d'envoyer des messages et des codes phares au RNI, parce qu'ils veulent absolument rejoindre le gouvernement de 2026 et se dire, peut-être que le RNI a le vent en poupe aujourd'hui. En fait, vous dites, non, il n'y a pas de ça. Non, nous, on a toujours été droit dans nos bottes et linéaires. Oublie comment ça se passe dans dans l'échiquier institutionnel du pays, la maîtrise d'ouvrage. Elle n'est pas une maîtrise d'ouvrage RNI ou PAM chez quelqu'un des partis politiques. Il y a une maîtrise d'ouvrage constitutionnelle, politique. On ne peut pas dire maintenant que l'USFP fait des coups de phare, etc. pour quiconque, vu qu'il y a des élections qui vont se passer, vu qu'il y a des résultats qui vont être là, vu qu'il y a des arrangements qui vont se faire, des compromis, etc. Chaque parti, même le PJD, il espère demain revenir aux affaires. Un parti politique, c'est une fonction naturelle. Qu'il soit dans les affaires, qu'il applique son programme sociétal, son programme dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas la peine de faire de la surenchère à l'USFP. Nous avons de la visibilité. Nous sommes les plus critiques par rapport à ce gouvernement. Vous pouvez même suivre toutes les séances plénières, que ce soit les séances chefs de gouvernement, que ce soit... Le PPS est très critique aussi. J'ai vu plus souvent Nabil Ben Abdallah se montrer extrêmement critique à l'égard du gouvernement, beaucoup plus que des Salashgal. Entre le premier secrétaire et le... Il faut déjà différencier entre critique populiste et critique rationnelle, critique constructive. Nabil Ben Abdallah, c'est plutôt populiste, c'est ça que vous êtes en train de dire? Je trouve qu'il adhère un peu à ce registre. Il adhère un peu à ce registre. Ce qui n'est pas le cas de Driss Salashgal? Nous étions jamais dans ce registre, nous. C'est parce que nous considérons pleinement que le phénomène qui va tuer notre politique, c'est le populisme. D'ailleurs, le populisme, nous avons eu une expérience de 10 ans avec un gouvernement, avec des leaders d'un gouvernement populiste, et nous en sommes avec des résultats très faibles sur le plan économique et social, etc. Donc, nous considérons que accomplir son devoir et dire ce qu'on a à dire, ses positions politiques très claires, sans baigner dans le populisme. Que ce soit un populisme de droite, qui est là aussi, c'est un populisme digital, un populisme d'événementiel, et un populisme de gauche qui se manifeste par la rhétorique. Ce gouvernement, en tout cas, aujourd'hui, c'est la 4e année, on était à peu près à 13 ou 14 mois des élections. J'ai vu que dans des sorties chez nos confrères, d'ailleurs de Mehdi 1 TV, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 10 jours, vous avez parlé de dictature de TikTok. Vous avez dit aussi, me semble-t-il, et vous me corrigez si je me trompe, que se déclarer comme gouvernement des compétences, c'est ce qui avait été annoncé par l'exécutif et par le RNI en 2021. Je pense que c'est une posture institutionnelle. Une posture institutionnelle. Ouais. Vu qu'on a
on a essayé de faire croire aux Marocains que le salut de ce pays, c'était dans ce gouvernement, dans ses composantes. Alors, c'était un salut de CV. De CV. De CV. Oui. De CV, de compétences, des gens qu'on a ramenés. C'est-à-dire que c'est un gouvernement d'incompétence pour vous? C'est un gouvernement d'incompétence. D'incompétence. Dans sa globalité, c'est un gouvernement d'incompétence. Oui. Puis, ça se voit sur des secteurs, sur beaucoup de secteurs, sur d'avancées, sur les engagements que le gouvernement a pris lui-même dans son programme gouvernemental. Alors, beaucoup de défaillances, beaucoup de choses non réalisées, notamment dans les grandes promesses, l'emploi, la santé, l'éducation. La santé, il revendique le fait de remettre en route l'assurance maladie obligatoire. C'est très dangereux de sous-estimer même les fondements institutionnels du pays. De ramener un ami chef d'entreprise, un autre qui était un chef d'un grand supermarché, et qui vient, tu le mets à la tête, celui-là à la tête de la santé, l'autre à la tête de l'éducation nationale, sans aucune visibilité, sans aucun background politique. Je crois qu'il faut se réconcilier avec la politique. Parce que si on admet, bien sûr, sur la question de la dictature du TikTok, ça va nous ramener à ubériser le champ politique. Parce que sous l'influence d'avoir des résultats, pas de mal quand on ramène n'importe qui, oui. Parce que ce n'importe qui va réussir sa circonscription. Avec les moyens qu'on connaît, bien sûr. Mais ce qui vous dérange, c'est l'utilisation de TikTok par les partis politiques et je pense que vous visez essentiellement le RNI qui est extrêmement présent en termes de communication politique sur TikTok et les réseaux sociaux. Il est présent parce que on connaît toute l'histoire. Meta, le groupe Meta en 2021 a dressé son bilan des cotisations. Parce que là, la mécanique des réseaux sociaux, c'est que tu payes pour avoir des résultats. Oui. Et c'est l'un des instruments où on a utilisé beaucoup d'argent, beaucoup de millions de dirhams. Est-ce que c'est illégal, ça? C'est légal. C'est illégal, c'est légal. Mais bon, je trouve que c'est un moyen... Pourquoi l'USFP fait pas la même chose? C'est un moyen qu'il faut discuter aussi. Pourquoi l'USFP fait pas la même chose? On le fait d'une manière normale. Oui. Parce que l'USFP ne considère pas seulement que les réseaux sont faits que pour faire de l'influence sur les gens, mais nous avons beaucoup de mécanismes à utiliser pour influencer, notamment les réunions, les structurations, les rencontres directes avec les citoyens, citoyens, sa stratégie, non? Peut-être que un parti comme le RNI, sa stratégie, c'est essentiellement les réseaux sociaux et TikTok en particulier, tout en étant dans la légalité. Oui. Je revendique les résultats de cet usage. Le résultat de cet usage, pas non seulement dans l'usage des nouvelles technologies, mais aussi, et c'est le plus grave à mon sens, c'est les élites qu'on ramène. Et je pense toujours que le Maroc a besoin d'une étude sociologique sur les élites qui sont là dans le Parlement, qui occupent les sièges du Parlement aujourd'hui, notamment sur la grosse majorité qu'il y a, la majorité, le groupe parlementaire PAM, RNI, Istiqlal. Il faut vraiment étudier ces gens. Qui sont ces gens? Il y a une différence sociologique entre les représentants. Naturellement. Entre les parlementaires des partis de la majorité et les parlementaires des partis de l'opposition. Parce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Oui. Beaucoup de gens qui ont des intérêts directs et qui sont venus pour se servir eux-mêmes. Qui sont venus à l'hémicycle pour se servir eux-mêmes. Quand on voit le rapport des comptes. Et là, la victime, c'est l'institution. C'est le débat politique au pays qui est victime, qui est en décadence permanente. Et puis, on présente le champ politique, la démocratie, qui est toujours menacée par ce genre de pratique. Il y a eu 3 meetings partisans menés par le RNI, Dakhla, Laayoune et Guelmim samedi dernier. C'est 2000-2500 personnes, 3000 personnes qui sont présents chaque fois à ce meeting-là. C'est un chef de gouvernement, mais en l'occurrence, patron du RNI, qui revendique c'est le chemin des réalisations. Donc, il fait l'étalage aussi de tout ce qui a été réalisé. On a l'impression qu'en fait, il y a une machine de guerre qui s'est déclenchée. C'est des opérations de com, à mon sens. C'est des opérations de com. D'abord, ils sont des opérations musclées. Ça veut dire ce que ça veut dire aussi. C'est pas une démonstration de force quand on est membre du bureau politique comme vous de l'USFP. Est-ce qu'on se dit, là, attention, parce qu'il y a une vraie machine de guerre qui s'est déclenchée. Et sachant que le RNI considère, il l'a dit publiquement, nous ne sommes pas encore en campagne. Certains nous disent, ils font campagne avant l'heure. Pour le Stirklan, ils vont tous suivre, vous allez voir. Mais je pense qu'on oublie une chose importante. C'est comment vont se dérouler les élections prochaines. Si on laisse les mêmes pratiques de 2021, l'usage de l'argent, le vol d'élus, la pression qui a été faite sur beaucoup de gens,
alors on peut s'attendre, je ne sais pas, peut-être au même résultat, parce que les mêmes moyens donnent les mêmes résultantes. Mais si on décide de donner un sens, de la crédibilité à ces échéances, je pense qu'il y a une donnée qui échappe à ces meetings, à ces actions forcées, c'est le jugement des citoyens demain. À ce gouvernement, parce que pour vous, les citoyens ne sont pas suffisamment matures pour pouvoir juger et juger d'eux-mêmes. Non, ils sont très matures. Les Marocains sont très matures. Oui. Et ils donnent tous les jours un jugement. Il faut voir, il faut descendre dans les marchés, dans les rassemblements, dans les cafés pour écouter un peu les Marocains ce qu'ils disent. Mais il faut aussi que ces Marocains se mobilisent pour aller voter, pour aller donner un acte politique contre ce gouvernement, avec cette formation. Bon, il faut sortir. Pour vous, il doit y avoir un vote sanction là, à l'encontre de ce gouvernement et du RN en particulier. Est-ce que vous êtes risque, ma peur pour demain, c'est que des gens qui ont cette appréciation, cette position par rapport au gouvernement, rejoignent les rangs des abstentionnistes. Donc ça va être le danger et ça va donner un quitus aussi à ce que ces composantes, avec l'usage de l'argent, avec tout ce qui a été fait en 2021, puissent revenir. Je suis tombé sur une déclaration de Mehdi Mzouari que j'ai la chance d'avoir en face de moi. C'était en 2015-2016. C'était lors de ces élections législatives de 2016, là où d'ailleurs Abila Benkiran, puisque vous parliez de lui précédemment, en veut à mort à l'USFP, à Disselashgar, parce qu'il y a eu pendant 5 ou 6 mois un blocage pour la constitution d'un gouvernement. Donc lui, il impute. C'est lui qui s'est bloqué lui-même. Hein. Voilà. C'est pas en tout cas, voilà. Mais vous avez fait une déclaration en disant voilà, l'instrumentalisation de la religion est plus grave en politique que l'utilisation de l'argent. Vous aviez tenu ce propos donc en 2015-2016. Et je le tiens toujours. Voilà, aujourd'hui, parce que 10 ans après, oui. Parce que, à mon sens, l'instrumentalisation de la religion, elle touche le fond de la perception du citoyen elle-même sur la chose publique, sur la politique. L'usage de l'argent, on peut l'arrêter par les lois et par le suivi et par les mesures coercitives. Mais le plus dangereux, et c'est un discours d'extrême droite, d'utiliser la religion pour emmener les gens à aller voter pour un projet politique qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va nous ramener d'ailleurs. De toute façon, on a eu un petit peu le parfum, on a eu deux mandats avec ce parti, rien n'a été fait, et je pense qu'ils sont ils sont encore dans ce registre. L'ambition de l'USFP pour 2026, est-ce que là vous comptez, parce qu'on va revenir dessus aussi, alors vous avez annoncé officiellement la tenue de votre 12e congrès national, ça sera l'automne prochain ? Exactement, du 17, 18, 19 octobre. Octobre, voilà, ça sera quasiment 3 semaines après le 70e anniversaire de Driss Lachkal. C'est l'occasion que tu viens de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Qui est né le 25 septembre. Donc il fera 70 ans. On le fêtera ensemble. À 3 semaines d'intervalle. Oui. Est-ce que c'est l'occasion de quelque part de faire, vous, la famille Tihadi, un beau cadeau à Driss Lachkal, de dire 3 semaines après son 70e anniversaire, tout le monde sera derrière Driss Lachkal pour qu'il soit réélu pour un 4e mandat consécutif? Je pense que déjà la tenue du congrès, pour vous expliquer un peu les choses, il est dans une logique de conformité réglementaire par rapport à la loi. Parce que tenir un congrès, 12e congrès de l'USFP en octobre, c'est il y a 2 mois de la fin de mandat de cette direction. C'est fin décembre, je crois, la fin de mandat. On doit être dans la conformité réglementaire. Le mandat réglementaire va expirer en décembre. Mais il y a aussi un mandat politique qu'il est en train de se vitaliser, de donner des fruits, déjà démarré lors du 10e congrès, concrétisé lors du 11e congrès. Donc, loin du fait que Driss Lachkal ait son anniversaire, je pense qu'on est dans la nécessité. En tout cas, il n'y a pas de lien. La nécessité, là, il n'y a pas de lien. Bon, c'est anecdotique ce que tu viens de dire, mais... Vous saviez que Driss Lachkal est né le 25 septembre? Ah oui, je sais. Mais je pense qu'on est dans la nécessité, moi, et je pourrais vous confirmer, c'est Rachid, c'est la quasi-majorité des socialistes, des Tihadi qui sont là, qui font des batailles de tous les jours, qui sont dans les structures, dans les localités, veulent à ce que ce projet continue. Le projet socialiste direction avec Driss Lachkal. Voilà, qui sont avec la reconnus personne d'ailleurs, parce que il fait l'unanimité. La centralité de la personne, elle est primordiale dans tous les partis d'ailleurs, pas seulement à l'USFP, d'autant plus à l'USFP, la centralité du leader, c'est l'un des grands socles. Mais aussi, il y a les institutions qui sont là. Il y a un projet qui est en train de donner ses fruits, de secteurs, de restructuration de localités.
qui veulent à ce que ce projet continue avec ce premier Donc il n'y aura pas de surprise. Le 17 ou 19 octobre prochain, à mon avis, il faut pas y avoir de Lachgal surprise. sera reconduit à la tête du parti. Les ESFPistes ne vont pas s'aventurer dans quelconque aventure. Nous sommes derrière un leader qui est là, qui accomplit, qui réussit, qui redresse. Nous sommes revenus de loin de 35 sièges. On doit garder parce que vous êtes ces acquis et on doit espérer qu'on soit plus que cette situation dans l'échiquier politique. De toute façon. Je pense qu'on est dans la capacité de l'être. Sur le fait que donc le 25 septembre 2026. Le 17 octobre. La date le congrès, c'est le 17 octobre, la date d'anniversaire. Donc juste parce que Lachgal fêtera ses 70 ans le 25 septembre prochain, à 3 semaines avant la tenue du 12e congrès national du. Mais il ne faut pas oublier qu'on tient aussi en décembre notre congrès. C'est 50 ans du congrès extraordinaire de l'USFP. Ce qui va suivre. De 75. C'est 50 ans. On va fêter. On va fêter les 50 ans de l'USFP, du rapport idéologique, les 50 ans de réalisation, de la ligne démocratique du parti. Certains considèrent que... C'est l'anniversaire du leader et c'est l'anniversaire d'un grand projet politique au Maroc qu'on va fêter aussi. 70 ans pour Dissel Lachgal et 50 ans pour le parti de la même année en fin d'année. Certains considèrent que le Maroc aussi, aujourd'hui, c'est un nouvel horizon, c'est une nouvelle perspective, c'est de nouveaux visages qui doivent émerger, c'est avec l'échéance 2025-2026 politique et surtout l'échéancier perspective 2030 avec la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 et tous les enjeux de transition qu'il peut y avoir à travers le pays. On a eu des indicateurs avec le HCP, on a vis-à-vis des mutations de population, en fait, et puis réconcilier les jeunes avec la politique, ça a été le credo d'ailleurs, et le credo qu'a pris le PAM. Voilà, est-ce que se dire de reconduire un chef de parti âgé de 70 ans, et on espère tous qu'il vivra le plus longtemps possible, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que quelque part vous prenez pas le risque politique d'incarner un Maroc du passé? Déjà, ça se calcule. Un Maroc imparfait. Non, la politique ne se calcule pas sur cet aspect. Déjà, les UCFPistes, demain, dans leur congrès, ils sont souverains à faire leur choix. Et je pense que c'est un adage courant. On ne change jamais une équipe qui gagne, d'ailleurs. On ne change jamais une direction qui fait des réalisations. De toute façon, on espère tous à ce que... Certains vous critiquent là-dessus. Là, nous critiquent, nous sommes sur les réalisations, sur les choix, sur les orientations. Malheureusement, on n'est que nous critiquables sur cet aspect. Il y a des gens qui sont en train de faire leur... de toute façon, Driss Lachgal, il a l'âge de Nabil Abdallah. Il est plus jeune, un petit peu plus jeune que Ben Kiren. Personne ne parle à Nabil ni à Ben Kiren. Pourquoi vous êtes à votre 4e mandat? Il n'y a que l'USFP qui est jugé par rapport à ça. Nous allons prendre la décision qui nous convient, nous, bien sûr, et par ricochet, qui va convenir à la politique, au changement, au pays, de toute façon. Mais sans sombrer dans le jeunisme. Chaque moment et chaque échéance aura ce qu'elle aura d'attention, d'action de notre parti. Mais nous considérons que pour être rassemblés, et c'est un besoin de rassemblement, de faire réunir toute la famille Ittihadi, c'est ça le cahier de charge. Et je pense que nous sommes nous demandeurs, il n'est pas demandeur lui, c'est nous qui sommes demandeurs à ce que nous continuions, parce que nous serons à une année des élections, beaucoup de séances qui se préparent, et je crois que le bilan actuel de Driss Lachgal avec sa direction, c'est un bilan honorable qu'on défend avec toute fierté. Donc même 4 mandats, ça veut dire qu'il sera passé quasiment 16 ans aux responsabilités au niveau de l'USFP en tant que premier secrétaire. Dans une ligne de développement, alors... et ceux qui vous diraient sur TikTok ou autre, oui, mais ça serait bien d'avoir des jeunes. On doit réconcilier les jeunes avec la politique, d'avoir des visages plus dynamiques. Qu'ils viennent adhérer à notre parti pour faire du changement, soit qu'ils aient créé d'autres partis d'ailleurs, pour imposer cette logique jeune. De toute façon, la politique, à mon sens, ne se fait pas de cette manière, tranche d'âge, etc. Il se fait sur des paramètres vraiment précis, parce qu'on fait de la politique dans un grand pays qui est le Maroc, dans un échiquier institutionnel, avec des perspectives, avec des grandes échéances, notamment les échéances de développement, la Coupe du Monde, etc. Quand on est trop stressé par rapport à une échéance sportive, mais je pense que préparer la Coupe du Monde, c'est pas seulement l'événement Coupe du Monde, c'est préparer des élections transparentes, de 2026. Conviennent à un pays qui organise la Coupe du Monde, c'est préparer une société avertie avec des lois d'ouverture, c'est garantir les libertés d'une manière générale, de presse et les libertés individuelles et publiques, c'est de faire beaucoup de choses
c'est de revitaliser, c'est de faire revivre cette démocratie qui commence à s'essouffler d'ailleurs. Donc, c'est ça les ingrédients, les grands ingrédients. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est un événement important pour notre pays, mais c'est pas la fin du monde. Mais ni le début du Maroc. Le Coupe Maroc, du monde de une foot. Continuité. Coupe du monde de foot. Et vous avez vu ce slogan que certains ont considéré marketing déplacé d'ailleurs. Ben, il faut qu'on soit aussi dans les classements. On est dans les classements de la Coupe du Monde. L'équipe nationale est en bon classement. Il faut que notre pays soit en bon classement dans les indicateurs de lutte contre la corruption, les indicateurs humains. Je pense que le développement humain, il faut avoir du sens politique à pouvoir imposer beaucoup de choses pour faire revitaliser Dernière question, cette démocratie. Certains considèrent, à tort ou à raison, une fois de plus, et c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, que, en fait, pour l'USFP, c'est une question de survie politique 2026. Que passer un nouveau mandat de 4 ans, 5 ans, dans l'opposition, c'est-à-dire se retrouver, certains revendiquent le fait de vouloir participer au gouvernement du mondial, et certains observateurs avertis considèrent que si l'USFP ne fait pas partie de ce gouvernement, justement, du mondial, ça pourrait être difficile, compliqué pour le parti qui pourrait se retrouver atrophié de l'intérieur. C'est Rachid, nous sommes déjà le seul parti au Maroc qui a fait beaucoup de moments, beaucoup d'années, beaucoup de réalisations dans l'opposition d'ailleurs, et dans des moments difficiles de l'histoire de ce pays. Et si demain, je ne sais pas, les résultats, la conjoncture imposent à ce que l'USFP reste dans l'opposition, on assumera notre devoir. La survie de l'USFP n'est pas une survie par rapport aux affaires, à être dans le gouvernement. Nous avons une survie plus importante, c'est d'être avec la société, être dans les secteurs vifs et productifs du pays, être dans le syndicat en force, être avec la jeunesse, être avec la femme. C'est ça la vraie survie d'un parti de gauche qui est l'USFP. L'USFP, faire partie du gouvernement du mondial, c'est pas une priorité. D'abord, c'est le gouvernement de Sa Majesté. Moi, je ne suis pas avec ce. Non, vous aimez pas. Ce slogan lancé un jour par une leader de parti, c'est un gouvernement de Sa Majesté qui est structuré et par la Constitution et par les textes et règlements. Donc, et demain, la maîtrise d'ouvrage ne revient pas à ce monsieur, à cette dame. C'est une maîtrise d'ouvrage constitutionnelle qui est là et qui est faite par le souverain du pays. Donc tout dépendra de l'architecture du moment, c'est ça en fait. Absolument. Et l'USFP, il est dans la bataille. Mais c'est il est dans la perspective d'améliorer son score. Passer le 35 à combien plus, ce serait peut-être que 45, 50 on ne sait pas, on espère encore beaucoup plus. On se prépare pour ça d'ailleurs. Et c'est pour ça, et ça rejoint un petit peu notre projet dans le Congrès, c'est qu'on est dans cette préparation, dans cette mobilisation qui doit être continue, avec la même ligne politique, la même ligne conductrice, et on doit la réussir dans le Congrès et dans les échéances qui arriveront après le Congrès. En tout cas, le Congrès, ça sera le 12e Congrès national, ça sera du 17 au 19 octobre 2025. Et en fin d'année, ce qui suivra, c'est le congrès d'un demi-siècle d'existence. C'est en décembre même. D'un demi-siècle d'existence de l'USFP. De l'USFP. Pas du NFP, c'est là où on avait présenté c'est intéressant parce que vous allez voir, les marketeurs vous diraient, il y a plein de chiffres. 12e congrès national du 17 au 19 octobre, 70e anniversaire de Desolashgar qui pourrait être reconduit lors de ce 12e congrès, et le demi-siècle, 50 ans d'existence politique de l'USFP en fin d'année, en décembre 2025. De moments joyeux pour mais concrétiser toutes ces réalisations. Donc les 3 moments d'ailleurs. Ça, il faudra attendre en tout cas certainement l'automne 2026 pour ça, et la tenue des élections et les résultats des élections. Et nous sommes très confiants par rapport à ça. Merci une fois de plus, Mehdi Mzouali, qui a débuté le débat à 7e sens avec le sourire et qui le finit également avec le sourire. Merci une fois de plus à vous, Mehdi Mzouali, et vous souhaitez bonne chance aussi pour la suite. Merci beaucoup. 7e sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.